Bonjour et bienvenue dans son SAV des qualifications du Grand Prix d'Espagne 2019. Je suis Scannibal et pour m'accompagner, j'ai Gus Gus. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir. Et Yannick Doc. Bonsoir Yannick Doc. Bonsoir. Et oui, nous ne sommes que 3, mais ça sera bien suffisant pour parler d'essais libres relativement mouvementés finalement. On a vu quelques drapeaux rouges, quelques sorties, des qualifs relativement attendus. Et pour préparer un Grand Prix qui sera de toute façon une procession, je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, relativement. Je me dis que le meilleur moyen pour que ça n'arrive pas, c'est de dire que ça va arriver, comme ça on passe pour des cons, d'accord, mais en attendant, demain après-midi, on fait pas la sieste. C'est vrai que moi je suis un bon porte-poisse, je peux faire ça. Voilà, donc ça va être vraiment de la merde demain, on va se faire chier, on va dormir, ça va être pénible et tout, voilà. Ça sera plié au bout de 300 mètres de course. Moi j'ai posé une journée de boulot moi demain, justement. Oui, bon, t'as bien raison. T'as bien raison. Messieurs, avant de démarrer l'actualité sportive du week-end, on va commencer par l'actualité du paddock. On a choisi 4 news depuis le dernier Grand Prix. C'est le probable Grand Prix des Pays-Bas. Gus, tu voulais en parler un petit peu. Donc c'est Zandvoort qui serait potentiellement capable d'accueillir un Grand Prix à très court terme. Oui, alors l'actualité telle qu'elle est sortie, c'est que Zandvoort remplacerait Barcelone au calendrier. Alors Barcelone a depuis démenti. Moi, le signe que j'en vois, c'est que l'Espagne n'a plus Alonso pour remplir les tribunes. Alors, je sais pas quels seront les chiffres du public ce week-end pour le Grand Prix. Alors que les Pays-Bas ont Max Verstappen. Voilà. Pour moi, mais Carlos Sainz est un plus grand espoir que Max Verstappen. Il doit le battre normalement. Un jour, peut-être. Dans un avenir. Carlos c'est un espoir, Max c'est plus un espoir, je pense. Il a déjà confirmé 2-3 trucs. Oui, il a confirmé sa présence dans la voiture. Non, voilà, c'était histoire de dire que les Pays-Bas, en plus il y a plusieurs plans parce que là, il y avait si Zandvoort ça ne se fait pas, n'est pas homologué par la FIA, il y a toujours le circuit d'Assen qui était aussi candidat, je crois, à accueillir le Grand Prix. Donc voilà, il y a une vraie volonté d'avoir un Grand Prix aux Pays-Bas et pour cause, il y aura des gens pour y aller. Alors que l'Espagne semble être voilà. Alors je pense que il y aura du monde pour y aller, j'en doute pas. Par contre, je pense que tous les grands prix adjacents, c'est-à-dire France, Belgique, Allemagne et dans une certaine mesure Silverstone, ne verront absolument pas ça d'un bon œil. Parce que les colonies hollandaises qui se déplacent sur les circuits sont absolument monstrueuses. Et je pense que si tu leur mets un grand prix sur leur sol national, ça risque d'affaiblir un petit peu la billetterie des autres grands prix. Tout à fait. Faut voir dans quelle mesure les autres circuits vont pouvoir bloquer ça. Mais il va falloir être malin pour le mettre, à mon avis. C'est-à-dire que là, la FOM, ils vont devoir caler ça soit très loin de la saison européenne, loin des autres Grands Prix européens. Le Grand Prix de Zandvoort, ils en parlaient pour le mois de mai. Enfin, apparemment, c'était la date là qui était. Oui, ils en parlaient à la place de l'Espagne. Moi, ça me semble franchement très 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 délicat. On comprend bien que Max Verstappen est un produit d'appel pour la F1. Que Heineken, donc qui est détenu par un groupe qui est belgo-mexicain ou néerlando-mexicain, je me rappelle plus. En tout cas, il a des grosses connexions avec. Ils veulent en faire un produit marketing. Après, je juge pas, c'est comme ça que je le vois. Je dis pas que c'est bien ou mal, peu importe. Mais ça va être la vitrine, quoi, c'est tout. Ouais, mais attention attention quand même aux autres Grands Prix, parce que là, en voulant en ajouter un absolument, tu risques d'en couler 4 d'un coup. Hein. De toute façon, Silverstone, Hockenheim, tout ça, ils sont bien aussi. Ils n'ont pas été prolongés, rien du tout encore. Alors, Hockenheim, je crois qu'ils ont re-signé 3 ans. On pensait qu'ils allaient re-signer une alternance et qu'ils allaient essayer de revoir le Nürburgring et au final, Hockenheim a re-signé quelques années. Ça reste à confirmer, je ne suis pas certain de mon info. Ouais, Silverstone, honnêtement, je vois pas
Silverstone se faire couler par un Grand Prix des Pays-Bas. Enfin, je pense que les foules anglaises sont assez conséquentes pour disons que c'est pas ça vraiment le problème de Silverstone qu'ils ont aujourd'hui. Silverstone, ils rechignent à re-signer. En tout cas, je crois qu'ils ont activé la clause qui leur permettait de terminer le contrat quelques années plus tôt, à la fin de cette saison plutôt qu'à la fin de 2026. Mais c'est pas un Grand Prix de Belgique qui va des Pays-Bas, lapsus, qui va être leur problème. La France un petit peu plus, on a tous vu sur les autoroutes françaises des plaques minéralogiques néerlandaises. L'Allemagne, l'Autriche. Oui. Ça, honnêtement, ça peut vraiment leur faire mal. Alors, je pense que ça peut être la différence entre un Grand Prix, entre l'organisateur qui paie le plateau et l'organisateur qui gagne sa vie. Le fait que tu enlèves ces quelques peut-être, je dis un chiffre complètement à l'emporte-pièce, mais juste pour illustrer, 10 ou 15 000 personnes néerlandaises qui iraient du coup à Zandvoort plutôt que sur ton Grand Prix. Je pense que c'est la différence entre j'ai payé le plateau, je rentre à peu près dans mes frais et ok, on a fait une opération financière et on est rentable sur plusieurs années, on peut se projeter. Pas faux. Bon, moi c'est ce qui m'inquiète un peu avec cette histoire. En tout cas, voir disparaître Barcelone, ça en revanche, ça me ferait très très plaisir. Il y a la rumeur aussi qui envoie un Grand Prix, enfin c'est plus que la rumeur d'ailleurs, qui envoie le Grand Prix donc de Interlagos à Rio. Alors c'est plus qu'une rumeur, mais c'est pas quelque chose de confirmé puisque ça provient d'un tweet du président, du sémillant président brésilien Jair Bolsonaro, qui semble-t-il voudrait effectivement changer la localisation du Grand Prix du Brésil. Je crois que là encore ça a été démenti, ou en tout cas par le gouverneur de Sao Paulo ou quelque chose dans le genre, ou équivalent. Voilà, ça a été en tout cas démenti par une autorité locale. On a vu quelques photos passer de ce que pourrait être le tracé. Donc la mode est à des tracés qui ressemblent à des gants de ceinture. Le Vietnam, ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire que t'as une grande ligne droite coupée par une sorte de truc à 90 degrés, puis des virages un peu, oui, avec des petites boules. Voilà, exactement, comme à Suzuka. Et très honnêtement, franchement, ça ressemble à un gars de ceinture. Et ils ont tous la même gueule. Alors, de la même manière que au début des années 2000, tout ce qui sortait avait à peu près la même gueule, là, c'est en train d'être le même délire. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils font toujours les mêmes. Après, Hanoï, c'est un truc urbain, non ? Non, ça serait plutôt alors ça c'est dans la ville, donc en ce sens c'est urbain. Alors, attends, tu parles du Vietnam ou du Brésil ? Non, du Vietnam. Ah, le Vietnam, oui, c'est urbain. Oui, tout à fait. Oui. Et le Brésil ? Ouais, donc... Le Brésil, ça serait de ce que j'ai compris, serait dans une sorte de parc qui serait aménagé. Donc ça deviendrait un circuit à proprement parler. Alors après, c'est dans une zone urbaine, hein, évidemment, vu. C'est une des plus grandes villes du monde, Rio. Donc évidemment, c'est en zone urbaine, mais un peu à ce qui est fait au Mexique, c'est-à-dire que voilà, c'est un circuit point, quoi. Mais là, ça serait plus vert, en tout cas dans les images qui sont données. Bon, on a fait le tour, je pense, des circuits, messieurs. Il y a 2 autres actus sur lesquels on va essayer d'aller un petit peu vite. C'est la rumeur qui envoie Toto Wolff, si Ferrari, vous le voyez bien, pour remplacer Jean-Michel Moustache. Donc j'ai oublié le nom là maintenant, Chase Carey. Voilà, Chase Carey. Donc Chase Carey aurait un contrat qui ira jusqu'à la fin de l'année 2020, si j'ai bonne mémoire. Et oui. Je crois que c'est ça. Hein. C'est la fin des accords Concorde, non ? Oui, mais c'est pas lié aux accords Concorde, mais ça concorde avec la fin des accords Concorde, effectivement. Oui, mais je suis pas persuadé que ça a été fait volontairement à la base. Je pense qu'il avait un fixed term contract, un contrat à durée déterminée. CDD. Voilà, merci. Et que ça tombe comme ça. Je pense. Je peux complètement me tromper. Et la rumeur
très persistante, qui est relayée notamment par Forbes, donc qui est pas n'importe quoi. Alors pourquoi Forbes parle de F1 ? Eh bien, c'est parce que Liberty Media appartient à une entreprise. Comment elle s'appelle, celle qui les... C'est la société de John Malone. Liberty Media. Non, Liberty Media, et ils sont encore dans une holding qui est elle cotée, non ? C'est pas ça ? Ou alors c'est Liberty Media qui est coté directement ? Non, c'est Liberty Media qui est coté. Liberty Media Corp. Non, enfin, il me semblait qu'il faisait partie d'une autre holding, détail. mais peu importe, c'est pas le sujet. Et donc, comme ce Liberty Media directement ou la holding dont ils font partie est coté au Nasdaq, et ben ça intéresse forcément Forbes, et ils ont forcément des tuyaux du monde financier. Et la rumeur qui est relayée, c'est que Toto Wolff prendrait la place de Kerry à la condition que Ferrari accepte que Toto Wolff prenne cette place. Alors pourquoi Ferrari viendrait dire oui ou non ? Eh bien parce que dans les accords Concorde, Forbes relaie un document. Alors j'ai un peu halluciné parce que moi on m'a toujours expliqué que les accords Concorde étaient ultra secrets. Et là, on t'en sort une page comme ça, donc j'avoue que j'ai un peu halluciné. C'est pour préciser sur ce point vite fait, en fait, c'est pas la page des accords Concorde, c'est la page d'un prospectus qui avait été créé pour les actionnaires quand, en 2012 ou 2013, il était planifié que la F1 rentre en bourse. C'est quelque chose qui n'a pas été, qui s'est pas transformé à cause de la crise financière, mais ce prospectus qui a été distribué aux actionnaires, il est tombé dans les mains de journalistes, dont ceux qui travaillent pour Forbes. Et depuis, il y a des extraits qui en sortent, et c'est pour ça, c'est de cette manière qu'aujourd'hui on connaît beaucoup de choses sur la gouvernance de la F1 et surtout les rétributions qu'ont les écuries, et notamment les écuries dites historiques comme Ferrari ou ayant accumulé des succès au championnat constructeur comme Red Bull, McLaren et autres. Et donc dans ce document, on apprend que si on voulait nommer à la tête au directeur général de la FOM, quelqu'un qui aurait travaillé ou détenu des parts d'une des écuries, eh bien il faut que Ferrari donne son accord. Ouais, c'est un peu comme tout. Hein. Malheureusement, Ferrari. Il noyote tout. Bon. Si demain il y a plus de Porsche Super Cup, Ferrari a le droit de préemption de la place pour faire sa propre pour amener ses Ferrari Challenge grosso modo. Voilà, par exemple. C'est un vrai truc ça ? Oui, c'est un vrai truc. Ah merde. Et la question en fait, messieurs, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Ferrari dirait non ? Par peur de favoritisme, mais je vois pas. Alors, par peur de favoritisme. Mais aujourd'hui, Toto Wolff, rappelons-le, il dispose de 30% des parts de l'écurie Mercedes. Alors, il va sans dire que s'il prend un rôle il peut pas être. Enfin, il y a conflit d'intérêts, donc il devra revendre ses 30%. Mais t'oublies pas, un peu comme Jean Todt aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien. Je suis pas complotiste, mais tu n'oublies pas les liens qui t'ont lié à un ancien employeur, quoi. Enfin, voilà. Bah, surtout que là, il est propriétaire aussi. Ouais, alors moi, je me mets à la place de Ferrari. J'ai face à moi le moyen de déboulonner un mec à qui tout réussit. Parce que Wolff chez Mercedes, c'est la réussite. Oui. Et le meilleur moyen que Mercedes arrête de réussir, c'est quand même d'essayer d'enlever un des trucs de l'équation. Hamilton, il y est toujours. Wolff, il faut essayer de le dégager. Alors, ok, d'accord, c'est pas lui qui dessine la voiture, etc. N'empêche que c'est quand même lui qui gère le management de l'équipe. Il a quand même un poste clé, à mon sens, dans la réussite, en tout cas managériale, de la structure. Et l'enlever, c'est quand même c'est quand même avoir potentiellement l'espoir de voir Mercedes se perdre dans des luttes internes, faire un mauvais recrutement de chef, etc., etc. Moi, je vois pas pourquoi Ferrari dirait non. Pour moi, ils ont tout à gagner. Il faut y aller, quoi.
C'est pas idiot. C'est vrai qu'on a vu qu'une fois que Jean-Todt était parti de la Ferrari. Exactement. Voilà. Ça va être un bazar. Nous jetterons un voile pudique sur l'écurie Ferrari. Ouais, non, ça se tient. Et après, est-ce que Wolf a envie de le faire, ça? Parce qu'il finalement, on n'a pas entendu parler, quoi. Alors aujourd'hui, lui, il a dit que de toute façon, il restait engagé envers Mercedes et que. Ouais, c'est compliqué en même temps qu'il qu'a s'exprime priori, là-dessus. il irait pas. Mais bon, effectivement, il ne pouvait que démentir, quoi. Donc à voir. Ouais, affaire à suivre, absolument. Il y avait également les tests des pneumatiques 18 pouces. Gus, Yannick Doc, si vous avez moyen de planter un petit peu le décor de ce sujet. Alors très rapidement, les tests sur les pneumatiques 2021 vont commencer cette année. 3 écuries étaient recherchées, je crois, pour commencer ces tests avec ces monoplaces un peu hybrides. Alors qui essaieront de répliquer les niveaux d'adhérence vus en 2021. En tout cas des estimations. Ferrari a choisi de ne pas y participer. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Red Bull ne peut pas y participer parce qu'ils ne peuvent pas faire courir une voiture l'année dernière puisqu'ils n'ont plus de contrat avec Renault qui les équipait. Donc ils ne peuvent plus faire rouler leur voiture qui était avec des moteurs Renault. En tout cas, sur les V6 hybrides, je pense, parce que sur les V8, ils peuvent toujours. Et donc, ceux qui rouleront seront Renault, McLaren et Mercedes. Mercedes, ouais. C'est quand même un choix étrange de la part de Ferrari. Apparemment, Ferrari, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils veulent pas le faire cette année, mais par contre, l'année prochaine, parce qu'en 2020, il y aura plus de journées d'essai, tout ça. Et apparemment, ils le feront l'année prochaine, quoi. En 2020, ça m'étonnerait pas que tout le monde soit inclus dans le processus. Ouais, il y a Binotto qui disait, ouais, en gros, ils veulent pas le faire en 2019, mais nous préparons à le faire en 2020. Et il est certain qu'ils auront l'opportunité de le faire. En fait, il aura peut-être pas le choix, quoi. Moi, je crois surtout qu'ils se disent va falloir qu'on bétonne 2020 et donc on va pas, vu comment c'est parti, donc on va pas se disperser à faire des choses pour préparer 2021 aussi, hein, aujourd'hui, quoi. Bon, voilà. Là encore, c'est une affaire à suivre. Tournons-nous vers le Grand Prix le plus excitant de l'année, le Grand Prix Carlos Sainz de Barcelone, avec ce grand espoir de la Formule 1 qui est Carlos Sainz, le grand espoir du spectacle, des Grands Prix à rebondissement. Et son petit chien. Et son petit chien et son cousin, tout à fait. Messieurs, on va essayer d'intégrer les essais libres dans un package essais libres. Les essais libres 1, 2 et 3, est-ce qu'ils vont rester dans les annales de la F1 ? Non. Bon, c'était des essais libres, hein, la question est un peu pétée. On a vu Juan Pablo Montoya. Oui, avec les roses, oui, c'était trop bien. Presque le seul truc des essais libres. Enchaînons. Pas mal de drapeaux rouges, mine de rien. On en a eu 2 ce matin, il y en a eu un vendredi matin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vendredi matin, c'est Russell, je crois, qui le provoque. Non, pardon, c'est Stroll. Non, c'est Stroll vendredi, ouais. C'est Stroll avec la réaction. Alors Fab a eu l'occasion de le noter, mais la réaction de Montagny, qui en plus en a fait des caisses pendant le week-end, sur Stroll, donc qui se sort dans le virage juste avant la petite ligne droite de retour, donc au même endroit que Gasly cet hiver, et on nous explique que c'est pas le moment de se sortir, etc., etc. Bon, moi, je veux bien, mais si on avait mis la même chose à Gasly cet hiver, j'aurais accepté. Mais enfin là, pour moi, franchement, ça passait pas. Ça commence à m'énerver qu'on tape sur Stroll à longueur de temps. Ça me gave. Rappelez-moi, Montagny, c'est pas le mec qui savait pas qu'il y avait un vibreur à Monaco dans le premier virage quand il y a roulé en 2006 pour la première fois. Peut-être que ce sera le même. Ouais. Non, voilà, je me permets. Enfin, alors, cela dit, pour la petite histoire, j'ai écouté Q2 ou Q3, je sais plus, à la radio sur RMC. Bon, ça m'a fait mal. Alors, sachez que Barrichello s'est pris un ressort en Hongrie dans le casque. Hein. Ah voilà. Merde. J'ai découvert ça. J'ai eu mal.
Comment il va? Bon allez, laissez tomber, je vais connecter ma canal sur le Bluetooth de ma voiture, ça sera mieux. Peu importe. Donc provoqué par Stroll qui se sort là-bas, bon, relativement peu de dégâts sur la voiture. Il y a quoi, le demi-train avant gauche, et puis c'est à peu près tout. Oui, il y a des dégâts, mais il a quand même plié son seul exemplaire de la nouvelle suspension, semble-t-il. Donc il a roulé avec la vieille, des vieilles pièces. Du coup. Amélioration chez Force India qui sont, semble-t-il, assez peu supportées par Perez, parce que je crois que c'est plutôt plein de sa voiture à la fin des essais libres. Oui. Ouais, il est moins bien qu'avant les améliorations. Quoi. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Sur les essais libres, c'est tout, messieurs? Ouais, ça va, c'est bon. Ok. Donc, je vous donne rapidement les tiercés de chaque séance, n'est-ce pas? Donc, Valtteri Bottas en essai libre 1 a donc clairement dominé de 115 millième Sébastien Vettel. Et suivait Charles Leclerc. En essai libre 2, Bottas toujours devant Hamilton et devant Leclerc. En EL3, c'était Hamilton, Leclerc et Bottas. Ce qui nous préparait une séance qualificative où nous étions un petit peu dans l'expectative, puisque Hamilton avait déjà collé 5 dixièmes à Leclerc le matin. Nous sommes donc arrivés en Q1. Et en Q1, qu'est-ce qui s'est passé? En Q1 sont sortis Robert Kubica, George Russell, Giovinazzi, Lance Stroll et Nico Hülkenberg. Alors on a vu Kubica, on a vu George Russell être relativement en difficulté tout le week-end, mais il a quand même mis 1 seconde 5 à Kubica. Ça commence à faire très mal. Ils ont échangé leur châssis, je sais pas si vous avez vu. Absolument. Depuis le début de l'année, ils se plaignaient avec Kubica que son châssis c'était de la merde, tout ça, et du coup, là, ils l'ont filé le châssis tout neuf de Russell. Bon, il a pris de seconde 2, quoi. 3. Seconde 3. Apparemment, c'est pas le châssis. C'est un peu délicat. Ouais, non, alors qu'on a vu Russell vraiment être à la peine, faire beaucoup de travers, de tête à queue, etc. Bon. L'autre... oui, vas-y. Après, ils sont quand même un peu moins loin qu'au Grand Prix d'avant, quand même. Oui, ou alors Giovinazzi est passé complètement à travers, parce que effectivement Giovinazzi, il est à 4 dixièmes, enfin il met 4 dixièmes à Russell, mais d'un autre côté, il s'est pris 5 dixièmes de son équipier. Ils sont à 8 dixièmes de Perez, qui est le plus, en fait, qui a de Racing Point, qui est à la 8e monoplace sur ses qualifs. Si tu prends le meilleur représenté de chaque écurie. Ouais. La déception quand même de Q1, c'était Nico Hülkenberg qui sort dans le même virage que Lance Stroll. Ah non, il sort au 4 lui. Virage 4. Non, il sort au 4. Il sort au 4 et il casse son aileron avant, réussit à repartir en endommageant probablement passablement son fond de place, qui pourrait expliquer, puisque cette excuse ne marche pas que pour Lewis Hamilton. Oui. C'est vrai. Il a perdu plein de bouts de carbone, de toute façon. Absolument. Donc on peut supposer que sa voiture était quand même pas tout à fait au niveau auquel on pouvait l'attendre. Et pourtant, il fait un tour à 19 millièmes de celui de Ricciardo. De Ricciardo, oui, tout à fait, absolument. En Q2, donc, on a vu l'élimination de Sergio Pérez, 15e, suivi de Kimi Räikkönen, 14e seulement. Et puis le grand espoir Carlos Sainz, le grand espoir visiblement des 13e places et du gros talent. Le surprenant et quand même régulièrement très bon Alexander Albon, 12e. Il est très Albon. Pardon ? Il est très Albon. Tout à fait. Et 11e, Lando Norris. Donc on a deux rookies, 11 et 12e, et c'est deux rookies vraiment solides. Je crois que ça a été noté par Canal+, mais effectivement c'est vraiment des bons rookies. J'aime beaucoup ils démontrent en tout cas, je trouve, ces deux petits jeunes. Et c'était qualifié de justesse la Renault, donc qui sauve un peu la Renault de Ricciardo. Moi je suis passablement déçu par Alfa Romeo. Alors je pense pas qu'ils aient une mise à jour substantielle de la voiture, mais mine de rien, voir Raikkonen 14e, Giovinazzi peut-être encore un peu tendre. Raikkonen 14e, quand tu vois les essais libres et tout, c'était pas gagné. Hein. Donc finalement Raikkonen, c'est pas
mal que ça, quoi. Faut pas oublier qu'Alpha, ils ont pas l'évolution du moteur. Oui. Ce qui a donné lieu à une intervention absolument parfaite de Fred Vasseur, donc je crois qu'il répondait aux télé anglaises, et donc on lui demande pourquoi lui il a pas le nouveau moteur, et donc il répond bah c'est parce que on laisse notre équipe B le déverminer en gros et faire les derniers réglages. C'est juste brillant. C'est brillant. C'était magique, quoi. Je sais pas si chez Ferrari ça les a fait marrer quand même. Ah, je pense que oui, parce que c'est drôle quoi. Enfin, Ah ouais, c'était très drôle. surtout que c'est dit sur le ton de la blague, c'est dit avec dans un éclat de rire, etc. Donc voilà, il y a pas de doute. Il était fier de lui, quoi. Oui, il était fier de sa connerie, oui, ça c'est clair, ça c'est clair. On passe à Q3, et donc en Q3 nous a donc donné la grille, plus ou moins, parce qu'il y aura un petit ajustement avec notamment Ricciardo. En Q3, eh bien, on retrouve Valtteri Bottas en pole, 6 dixièmes devant Lewis Hamilton, suivent Sébastien Vettel et Max Verstappen qui a réussi à s'intercaler entre les Ferrari. Gasly, je pense que c'est son meilleur résultat, non il part 6ème. Ouais, égalé, je crois, égalé avec peut-être, l'Azerbaïdjan. Romain Grosjean, 7ème, week-end très solide de Grosjean. J'ai hâte de voir le virage numéro 3. Des as, quoi. Alors après, donc Magnussen fait 8ème, Kvyat fait 9ème et Ricciardo 10ème. Ricciardo qui reculera de 3 places sur la grille suite à son échec au test de créneau à Bakou. Oui, ce que je voulais noter, c'était que Grosjean était devant Magnussen. Alors il y a 11 millièmes. Il y a autant dire qu'il y a que dalle. Les pilotes sont vraiment très très proches. Mais c'est bien pour lui. Il a toujours pas marqué de points dans la saison. Ça viendra peut-être demain. Ou en Autriche, comme l'année dernière. Oui, on verra. Kvyat 9ème. C'est quand même pas mal pour la Toro Rosso. Oui. Et c'est surtout très 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 décevant pour Renault et pour McLaren. Parce que là, on réussit à avoir Renault, ils ont amené leur nouveau moteur, un nouveau MGUH, nouveau turbo, puis à la sortie, Oui, McLaren là aussi. Pour Renault, ce qui est bien déjà, c'est d'être devant McLaren. Parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, c'est une consolation, mais Renault, bon, c'est une déception d'ensemble. Ils espéraient beaucoup là, et finalement, en vrai, c'est toujours pareil, quoi. Ils partent de loin. Ils vont pas rattraper leur retard. De toute façon, tout le monde prend l'écart qu'ils ont dès le départ. Ils arriveront pas vraiment à le combler tout de suite. Et après, pour Bottas, par contre, c'est le seul à être passé sous. Ah là là. Ah là là, c'est la cornemuse. Il nous reste très peu de temps, mais on ne sait pas. La corde m'amuse. Ouais, voilà. Bottas, c'est le seul à être passé sous la minute 16. Après, il y a eu un gros écart avec Hamilton, mais apparemment Hamilton a un problème de batterie qui n'était pas chargé complètement. Oui, alors ça c'est pas pipeau, mais il a le droit d'améliorer sur son deuxième tour du coup. Alors visiblement la piste était pas en amélioration, mais si vraiment c'est un problème de batterie, il a de quoi quand même améliorer son tour, je pense. Et Bottas, lui, en Q2 était déjà passé sous la minute 16, tout juste en 15-9. Et là, il passe en 15-4, enfin, il signe la pole en 15-4. Ce qui est quand même assez énorme. Ce qui est énorme parce que 15-4, c'était les chronos qu'on faisait quand il n'y avait pas la dernière chicane, quoi. Quand il y avait les deux gros virages. Voilà. Bien, messieurs, vous entendez les bips. Messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. On se donne rendez-vous lundi et demain pour la sieste. Amusez-vous bien. Salut.